La plupart des gens vivent comme si la vie était une compétition interminable pour accumuler, impressionner et paraître. Ils courent après les biens matériels, la reconnaissance des autres, des réalisations qu'ils apprécient à peine parce qu'ils pensent déjà à la suivante. Et dans cette course vide, ils n'atteignent jamais la paix. Le stoïcisme nous rappelle une vérité inconfortable. Peu importe combien tu as, si ton esprit est en ruine, tu te sentiras toujours pauvre. En revanche, si tu renforces ce qu'il y a en toi, même si le monde te prend tout, tu resteras riche. Vivre à partir de l'abondance intérieure n'est pas un beau discours ni une idée à la mode. C'est une pratique quotidienne qui nécessite discipline, clarté et courage. Cela signifie arrêter de dépendre de l'extérieur pour ressentir de la valeur. Cela signifie apprendre à entraîner ton esprit, à te parler avec dignité, à bouger ton corps avec force, à prendre soin de ton énergie comme si c'était de l'or, à faire confiance à un processus qui ne donne pas toujours des résultats immédiats, à lâcher ceux qui ne vibrent pas avec toi, à être reconnaissant pour ceux que tu as déjà, et à reconnaître que ton histoire est la preuve que tu es déjà abondant. Ce chemin n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis faciles, car l'abondance intérieure se forge en silence, dans de petites décisions que peu de gens voient, dans des batailles internes que personne n'applaudit. Ici, il n'y a pas de masque, juste toi face à ton esprit. Si tu décides de l'écouter, si tu décides de le pratiquer, tu découvriras que que tu cherchais à l'extérieur a toujours été à l'intérieur. Et ça, crois-moi, ça change la vie pour toujours. 1. Entraîne ton esprit à voir l'abondance. Un jardin peut être rempli de fleurs, mais si tes yeux ne se concentrent que sur les épines, tu vivras convaincu que c'est un désert hostile. Il en va de même pour la vie. Ceux que tu choisis d'observer et de nourrir dans ton esprit déterminent la qualité de ton expérience. L'abondance ne commence pas par que tu possèdes, mais par la façon dont tu interprètes qui est déjà devant toi. Tu peux avoir peu et te sentir riche, ou avoir beaucoup et continuer à te sentir vide. Cette différence n'est pas marquée par les circonstances, mais par l'entraînement de ton esprit. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les faits, mais bien le regard que nous portons sur eux. Marc Aurèle a écrit dans Méditation que la vie est telle que tu la penses, et que si tu arrives à voir l'opportunité au milieu de la difficulté, qui semblait être un obstacle devient un maître. Entraîner ton esprit à voir l'abondance ne signifie pas nier la réalité, ni déguiser les manques avec un optimisme bon marché. Cela signifie t'éduquer pour reconnaître que même dans le simple, dans le petit, dans le quotidien, il y a de la richesse. Le calme d'un matin tranquille, l'air que tu respires, la possibilité d'apprendre, de travailler sur toi, de parler avec quelqu'un qui t'importe, sont des expressions d'abondance que nous passons souvent sous silence, parce que notre esprit a été entraîné à toujours voir qui manquent. Celui qui se concentre sur la pénurie vit en se comparant, toujours en dette avec lui-même, esclave du sentiment d'insuffisance. Cet état d'esprit corrode la discipline, draine l'énergie et te rend vulnérable à la manipulation externe, car toute promesse de combler vide te séduit. En revanche, lorsque tu entraînes ton esprit à voir l'abondance, tu deviens libre. Tu arrêtes de mendier la validation, tu arrêtes de supplier la reconnaissance, tu arrêtes de te traîner pour que les autres possèdent. Tu commences à marcher avec la sérénité de celui qui comprend qu'il a déjà un sol solide sous les pieds et qu'à partir de là, il peut construire qui manquent sans sentir que sa vie en dépend. Cet entraînement exige une pratique quotidienne. Il ne suffit pas de dire « je suis abondant » et de continuer à te plaindre de que tu n'as pas. Il s'agit de diriger ton attention de manière consciente. Chaque fois que ton esprit s'accroche à qui te manquent, fais l'effort de te rappeler que tu as déjà. Fais de la gratitude un exercice mental, non pas comme un cliché, mais comme une arme contre la perception du manque. Si ton esprit insiste à dire « il me manque », réponds-lui avec un « j'ai déjà ». Si elle insiste pour te montrer le vide, apprends-lui à voir la graine qui est en train de germer.
Cette confrontation constante est le véritable entraînement. Le stoïcien ne se trompe pas en pensant que tout est parfait, mais il ne sombre pas non plus dans le drame de CE qui manque. Il apprend à voir la vie à travers une lentille plus large, où chaque perte révèle une opportunité, chaque chute un apprentissage, chaque moment présent une richesse irremplaçable. C'est vivre à partir de l'abondance intérieure et entraîner l'esprit à le voir, et c'est eux qui séparent ceux qui ressentent toujours la faim émotionnelle de ceux qui marchent en paix, même si le monde est un chaos. Si tu choisis ce chemin, tu découvriras que l'abondance n'est pas une destination à laquelle tu arrives, mais une façon de regarder pendant que tu marches. Et lorsque ton esprit s'habitue à cette vision, même au milieu de la tempête, tu trouveras des raisons de te sentir comblé. C'est la véritable force, celle que personne ne peut te prendre. 2. Parle-toi avec dignité et valeur. Imagine que ton esprit est comme un écho dans une immense grotte. Chaque mot que tu lances rebondit et revient multiplié. Si les mots sont de mépris, CE qui revient est un bruit constant d'insuffisance. Mais si CE que tu envoies sont des messages de dignité, CE qui revient est une force qui te soutient. Cette grotte, c'est toi, et la voix que tu entends tous les jours n'est pas celle du monde, c'est la tienne. Le stoïcisme nous rappelle que CE que nous pensons et disons de nous-mêmes crée le cadre dans lequel nous vivons. Tu ne peux pas construire de force intérieure si ton dialogue interne est une chaîne d'insultes et de doutes. Tu ne peux pas non plus attendre le respect du monde si tu es le premier à te manquer de respect. Te parler avec dignité n'est pas un geste superficiel ni une phrase motivante que tu répètes devant le miroir. C'est une décision consciente de ne pas dégrader ta valeur avec des pensées qui t'enchaînent. Celui qui se parle durement en permanence finit par croire qu'il ne mérite rien, que son effort est inutile, que erreur le définisse. C'est le piège de l'esprit sans discipline. Une erreur commise devient une sentence, un échec une identité, une critique une vérité absolue. Et ainsi, sans s'en rendre compte, la personne construit sa propre prison. Le stoïcien, en revanche, apprend à utiliser le mot interne comme un marteau qui forge, non comme une arme qui détruit. Il reconnaît l'erreur, mais ne s'insulte pas. Il accepte la chute, mais ne se rabaisse pas. Il s'exige fermement, mais se traite avec respect. Te parler avec dignité ne signifie pas te gonfler d'illusions ni vivre dans une fantaisie de grandeur. Cela signifie te rappeler que ta valeur ne dépend pas des succès ou des échecs du jour, mais de ta capacité à te relever et à continuer avec intégrité. Quand tu te parles avec dignité, tu cesses d'être ton propre ennemi. Tu deviens un allié interne. Quelqu'un qui ne s'effondre pas face à la difficulté, mais qui se propulse avec elle. La pratique quotidienne peut commencer par observer ton langage interne. Chaque fois que ton esprit te dit « je ne peux pas », réponds-toi « je peux essayer encore une fois ». Quand il te dit « tu ne vaux rien », rappelle-toi « ma valeur ne dépend pas d'un résultat, elle dépend de ma constance ». Ce dialogue peut sembler simple, mais il est puissant parce qu'il transforme l'environnement dans lequel ton esprit vit. Tout comme un athlète a besoin d'entendre des mots d'encouragement pour donner le meilleur de lui-même, ton âme a besoin d'une voix interne qui soutient et non qui écrase. Marc Aurèle insistait sur le fait que l'esprit doit être entraîné à être en harmonie avec lui-même, car si tu perds la bataille à l'intérieur, l'extérieur te vaincra toujours. Te parler avec dignité, c'est cette harmonie. C'est reconnaître que tu es faillible, mais pas inutile, que tu te trompes, mais que tu n'es pas condamné, que tu es tombé, mais que tu es toujours vivant. Et tant que tu respires, tu as la possibilité de refaire ton chemin. Le monde est déjà assez dur. Dehors, tu trouveras des critiques, des jugements, de l'indifférence. Si en plus ta voix interne devient ennemie, qui restera de ton côté ? Le stoïcien comprend que la première loyauté doit être envers lui-même. Non pas pour justifier les erreurs, mais pour avoir la force de les corriger sans sombrer dans l'autodestruction. Quand tu commenceras à te parler avec dignité et valeur, tu remarqueras un changement profond. Tu n'auras pas besoin que les autres te rappellent « c'est eux que tu vaux », car tu n'attendras plus les miettes extérieures. Ta voix sera suffisante pour te maintenir debout.
Et cette fermeté se remarque, elle se transmet. Parce que celui qui se respecte lui-même dégage une présence différente, une sécurité silencieuse qui inspire le respect des autres. Te parler avec dignité est un acte de discipline. Ce n'est pas laisser l'esprit se déborder, c'est le diriger. C'est choisir chaque mot interne comme on choisit les pierres avec lesquelles on construit sa maison. Fais le mal et tu vivras dans les ruines. Fais le bien et tu habiteras un lieu solide où chaque pensée est le fondement de ta force. C'est là le véritable pouvoir du stoïcien. Même sa voix interne n'ose pas le trahir. 3. Bouge et respire avec force. Le corps est comme une armure. Si tu ne l'utilises pas, elle rouille. Si tu la négliges, elle se fissure. Si tu la portes sans discipline, elle finit par te peser plus qu'elle ne te protège. Le mouvement et la respiration sont le polissage constant de cette armure. Il ne s'agit pas seulement de rester en forme physique, il s'agit de former ton esprit à travers ton corps. Chaque fois que tu bouges tes muscles, chaque fois que tu inspires consciemment, tu envoies un message clair. Je suis toujours là. Je reste ferme, je reste maître de moi-même. Les stoïciens comprenaient que le corps et l'esprit ne peuvent pas être séparés. Sénèque disait qu'un esprit fort a besoin d'un corps préparé, car les exigences de la vie nécessitent de la résistance. Si ton corps s'affaiblit, ton esprit le fera aussi. Et si ton esprit abandonne, ton corps tombera derrière lui. Bouger et respirer avec force, c'est reconnaître que tu n'es pas seulement des pensées, tu es de l'action, tu es de la chair, tu es de l'énergie en mouvement. L'abondance intérieure ne fleurit pas chez quelqu'un qui s'abandonne physiquement. Tu ne peux pas parler de paix et de discipline si ta respiration est chaotique, si ta posture reflète la défaite, si ton corps devient une prison plutôt qu'un allié. Le mouvement quotidien, même le plus simple, est un acte de résistance contre l'inertie qui entraîne la majorité. Marcher avec assurance, s'entraîner même si la journée est lourde, respirer calmement au milieu du bruit, sont des gestes qui semblent petits mais qui renforcent la racine de ton être. Celui qui bouge et respire avec force dégage une présence différente. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de parler beaucoup parce que sa façon d'être dans le monde transmet l'équilibre. Observe quelqu'un qui s'entraîne avec discipline, qui respire profondément avant d'agir, qui garde le dos droit même s'il est fatigué. Cette personne communique avec son corps, c'est eux que beaucoup essaient de feindre avec des mots vides, maîtrise, clarté et confiance. L'entraînement stoïcien commence par l'intérieur, mais ne s'arrête pas là. L'esprit se forme avec des idées, oui, mais aussi avec des actions physiques qui renforcent ces idées. Ce n'est pas un hasard si de nombreux philosophes marchaient de longues distances pendant qu'ils réfléchissaient. Le mouvement aide à penser, la respiration aide à ordonner l'esprit. Chaque inspiration profonde est une façon de prendre le contrôle du chaos interne. Chaque pas ferme est un rappel que tu n'es pas stagnant, que tu avances même si c'est peu. Le monde moderne a oublié cette vérité simple. Des vies sédentaires, des respirations courtes, des corps voûtés devant des écrans. Cet abandon physique reflète l'abandon interne. Un esprit qui cherche l'abondance ne peut pas se permettre cette faiblesse. Cela ne signifie pas que tu dois avoir un corps parfait ou devenir un athlète. Cela signifie que tu dois entraîner ton corps comme un symbole de respect envers toi-même. Le stoïcien prend soin de lui parce qu'il comprend que la force extérieure soutient l'intérieur. Respirer avec force est plus qu'oxygène, c'est un rituel de calme. Inspirer profondément avant de répondre évite des mots qui blessent ensuite. Expirer lentement quand la colère monte évite des décisions qui détruisent. La respiration est le pont entre l'esprit et le corps, et la maîtriser, c'est se maîtriser soi-même. Le mouvement, quant à lui, est le langage physique de ta discipline. Faire de l'exercice quand tu n'as pas envie, marcher droit même si tu es fatigué, rester actif même quand l'apathie te murmure de renoncer, ces sont des victoires silencieuses qui construisent l'abondance intérieure. Bouger et respirer avec force n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la façon de te rappeler tous les jours que tu es vivant.
et que tant que tu respires et te déplaces, tu as encore le contrôle sur toi-même. Celui qui abandonne son corps s'affaiblit sur tous les fronts. Celui qui le renforce devient un mur que même les tempêtes de la vie ne parviennent pas à abattre. C'est l'enseignement stoïcien. Discipline dans l'esprit, mais aussi discipline dans la chair, car c'est ainsi que l'abondance intérieure devient une force visible. 4. Protège ton énergie. Tu attires CE que tu rayonnes. Ton énergie est comme un feu. Si tu le laisses exposer au vent, il s'éteint. Si tu l'alimentes avec le mauvais bois, il brûle avec de la fumée et non avec de la lumière. Si tu en prends soin avec attention, il devient un phare qui éclaire les autres et en même temps te réchauffe de l'intérieur. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Ce que tu rayonnes est ce que tu attires, parce que la vie répond au niveau auquel tu vibres. Les stoïciens ont compris que la véritable richesse n'est pas dans les possessions, mais dans la capacité de maintenir un état intérieur que rien d'extérieur ne peut corrompre. Si tu permets à chaque personne, chaque situation ou chaque mot de voler ton énergie, tu vivras épuisé, mendiant des forces dans des endroits qui n'en ont pas. Mais si tu apprends à la protéger, tu découvres que tu es maître de ta paix et que CE que tu projettes attire CE qui est semblable. Protéger ton énergie n'est pas t'isoler du monde, c'est apprendre à choisir intelligemment à quoi tu prêtes attention. L'attention est la monnaie la plus précieuse que tu possèdes. Quand tu la gaspilles dans des discussions absurdes, avec des personnes qui ne font que drainer, avec des pensées qui te tirent vers la plainte, tu donnes ta richesse en échange de rien. Marc Aurèle rappelait que l'esprit se colore des pensées qu'il choisit, et si la couleur que tu choisis est sombre, c'est CE que tu projetteras vers l'extérieur. Celui qui rayonne de l'amertume attire des conflits. Celui qui rayonne de calme attire la confiance. Celui qui rayonne de force inspire le respect. L'abondance intérieure se mesure à la qualité de CE que tu émets. Et il ne s'agit pas d'une théorie spirituelle abstraite, c'est quelque chose de pratique et d'évident. Ton attitude crée un champ que les autres perçoivent. Quand tu entres dans un lieu chargé de négativité, ton énergie baisse. Quand tu es près de quelqu'un de serein, ton esprit se calme. Il en va de même pour toi. Ce que tu sèmes en toi est CE que tu partages, et CE que tu partages revient multiplié. Le stoïcien ne gaspille pas son énergie dans des batailles inutiles. Il sait quand parler et quand se taire, quand agir et quand se retirer. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il comprend que chaque moment d'attention et chaque réaction est un acte d'investissement. Investir ton énergie dans CE qui ne mérite pas ton temps est comme jeter de l'or à la mer. L'investir dans CE qui renforce ton caractère, en revanche, est CE qui construit une vie pleine. Comment protège-t-on l'énergie dans la vie quotidienne? D'abord, en apprenant à dire non. Le non est un bouclier puissant qui éloigne les demandes qui n'ajoutent rien à ton chemin. Deuxièmement, en cultivant le silence. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne nécessite pas ta voix. Troisièmement, en prenant soin des habitudes physiques et mentales. Se reposer, bouger, méditer, réfléchir. L'énergie ne se renouvelle pas seule, elle se renouvelle par des actions conscientes. Protéger ton énergie signifie aussi surveiller CE que tu consommes. Pas seulement CE que tu manges ou bois, mais CE que tu lis, CE que tu vois, CE que tu entends. Si tu remplis ton esprit de bruit, ton feu intérieur s'étouffe dans la fumée. Si tu choisis avec soin CE qui entre, ta lumière se renforce. Sénèque avertissait que la compagnie et les contenus que nous choisissons façonnent notre âme plus que nous ne le croyons. La question est, nourris-tu ton feu avec des déchets ou avec du bois qui le fait grandir? Rappelle-toi toujours, tu attires CE que tu rayonnes. Si tu veux la paix, rayonne la paix. Si tu veux le respect, rayonne le respect. Si tu veux l'abondance, sème des pensées et des actes qui reflètent l'abondance. Tu ne peux pas exiger du monde CE que tu n'es pas prêt à cultiver en toi. Le stoïcien devient un aimant, non pas par manipulation, mais par cohérence.
Car celui qui protège son énergie devient quelqu'un de si solide que CE qu'il projette ne peut être ignoré. Protège-toi, prends soin de ton feu, nourris-le correctement. Ne laisse pas n'importe qui souffler sur ta flamme. Rayonne avec force, et tu verras comment CE qui revient à toi porte la même intensité avec laquelle tu as choisi de vivre. C'est la loi silencieuse de l'abondance intérieure. 5. Fais confiance au processus même s'il est long. Un arbre ne se précipite pas pour grandir, il ne se dispute pas avec le temps, il ne maudit pas la pluie et ne désespère pas pendant les jours de sécheresse. Il se contente de prendre racine, d'attendre, et lorsque la bonne saison arrive, il fleurit. C'est ainsi que fonctionne la vie. Un processus qui ne s'adapte pas toujours à ton impatience, mais qui répond toujours à la constance. Faire confiance au processus signifie accepter que ton effort n'est pas inutile, même si tu ne vois pas encore les fruits. Le stoïcisme enseigne que CE que nous contrôlons, c'est l'action, pas le résultat. Épictète répétait que la clé de la liberté réside dans la distinction entre CE qui dépend de toi et CE qui ne dépend pas de toi. Ta discipline, ton effort, ta façon de faire face à chaque jour sont à toi. Le quand, le comment et la taille de la récompense ne le sont pas. L'anxiété naît de cette confusion. Tu prétends contrôler CE qui n'a jamais été entre tes mains et tu finis par oublier la seule chose que tu pouvais faire, continuer à avancer. Faire confiance au processus n'est pas de la résignation, c'est du courage. C'est avoir la force de semer sans savoir quand cela germera. C'est s'entraîner sans applaudissements, étudier sans diplômes immédiats, lutter sans témoins. L'abondance intérieure se renforce dans cette patience active que peu de gens supportent. Beaucoup abandonnent en cours de route parce que les résultats n'arrivent pas à la vitesse de leurs désirs. Mais le stoïcien sait que la grandeur se mijote à feu doux. Regarde l'histoire de toute personne qui a atteint une vie épanouie. Personne n'y est parvenu du jour au lendemain. La patience faisait partie de leur caractère. Celui qui abandonne vite se retrouve piégé dans des cycles de débuts et d'abandon, toujours à la recherche de résultats instantanés, toujours vides. Celui qui fait confiance au processus comprend que la valeur est dans le voyage, pas seulement dans la destination. Chaque jour discipliné est déjà une victoire silencieuse. Ce principe s'applique à tout, aux relations, au travail, à l'épanouissement personnel. Lorsque tu places ta foi dans le processus, tu arrêtes de mesurer ta vie en minutes et tu commences à la voir en saison. Une saison d'apprentissage peut sembler dure, une saison d'épreuve peut sembler interminable, mais chacune joue son rôle. Et tant que tu maintiens la constance, le processus continuera à travailler, même si tu ne le vois pas. Tout comme la graine brise la terre en silence, ta discipline ouvre la voie à des résultats qui se montreront tôt ou tard. Comment pratiquer cela dans la vie quotidienne? D'abord, en se rappelant que le contrôle absolu est une illusion. Tu contrôles CE que tu fais aujourd'hui, rien de plus. Deuxièmement, en évaluant tes pas ton objectif. Demande-toi chaque soir, ai-je été cohérent avec mes valeurs? Ai-je agi avec discipline? Ai-je progressé même un peu? Si la réponse est oui, alors le processus est en vie, même si les fruits ne se voient pas encore. Troisièmement, en résistant à la comparaison avec les autres. Chaque processus est différent, chaque terrain a son temps. Te comparer n'est que déraciner ta propre graine. Sénèque disait que rien de sage n'arrive d'un coup. Les choses qui valent la peine prennent du temps à se faire. C'est le rappel que tu dois tatouer dans ton esprit. L'abondance intérieure n'est pas un coup de chance, c'est le résultat de maintenir l'effort alors que les autres abandonnent. C'est garder la foi en ton chemin quand il semble encore sombre. Fais confiance au processus même s'il est long, parce que CE que tu construis lentement ne s'effondre pas facilement. CE qui est gagné avec patience est apprécié plus profondément. Et pendant que la majorité court désespérément à la recherche de gratifications immédiates, tu marcheras fermement, sachant que chaque pas est déjà une partie du triomphe. Le temps travaille pour celui qui l'honore avec discipline. C'est la véritable victoire du stoïcien. 6.
Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. S'accrocher à CE qui ne correspond plus à ta vie, c'est comme porter un sac plein de pierres tout en essayant d'escalader une montagne. Chaque pas devient plus lourd, chaque mouvement plus lent. Et le pire, c'est que ces pierres ne te protègent ni ne te nourrissent, elles te tirent seulement vers le bas. Le stoïcisme enseigne que l'une des formes de liberté les plus puissantes est de lâcher prise. Lâcher prise n'est pas perdre, c'est choisir consciemment de ne pas porter CE qui épuisent ton esprit, ton corps et ton âme. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'accumulation. Accumuler des biens, accumuler des relations, accumuler des expériences, comme si tous CE qui arrivent devaient rester pour toujours. Mais tous CE qui entrent dans ta vie ne méritent pas une place permanente. Certaines personnes, habitudes et pensées accomplissent un cycle, te laissent une leçon et doivent partir. Si tu résistes à cela, tu ne perds pas seulement la paix, tu fermes aussi la porte à la nouveauté qui a besoin d'espace pour arriver. Le stoïcien comprend que la vie est en constante évolution et que CE qui semble vital aujourd'hui peut devenir un fardeau inutile demain. Marc Aurèle écrivait que s'attacher à CE qui ne dépend pas de nous est la source de la plus grande souffrance. Et bien souvent, CE qui ne vibre plus avec toi appartient à cette catégorie. Des relations qui t'épuisent, des routines qui n'ont plus de sens, des pensées qui sont devenues des chaînes. L'abondance intérieure ne peut pas croître sur un terrain envahi par les mauvaises herbes. Elle a besoin d'un nettoyage constant. Lâcher prise nécessite du courage, car cela implique de faire face à l'inconfort du vide. Quand tu lâches quelque chose qui ne vibre plus avec toi, au début, il peut sembler que tu perds une partie de toi. Il est normal d'avoir peur, car le connu donne une fausse sécurité. Mais la vérité est que chaque fois que tu lâches CE qui n'ajoute pas, tu récupères du pouvoir. Tu te libères de la dépendance, tu récupères de l'énergie, tu réentends ta propre voix sans interférence. Pense à une pièce en désordre. Si elle est pleine de choses inutiles, peu importe combien tu essaies de la décorer, elle se sentira toujours chaotique. Ce n'est que lorsque tu commences à enlever CE qui ne sert pas que la pièce respire, se transforme et devient habitable. C'est ainsi que fonctionne ton intérieur. Il ne suffit pas d'ajouter de nouvelles habitudes ou des pensées positives si tu n'as pas le courage de retirer CE qui ne convient plus. Lâche et l'espace qui s'ouvre se remplit naturellement de CE qui vibrent avec toi. Dans la vie quotidienne, cela signifie apprendre à reconnaître CE qui te volent de l'énergie, une conversation qui te laisse toujours vide, une habitude qui sabote ta discipline, une idée fixe qui te plonge dans la plainte. L'exercice stoïcien n'est pas d'accumuler sans filtre, c'est d'observer clairement et de te demander « Est-ce que cela renforce ou affaiblit mon chemin ?» Si la réponse est affaiblie, la prochaine étape est claire, lâcher prise. Sénèque avertissait que le temps est notre ressource la plus précieuse et que nous le gaspillons sur CE qui ne méritent pas notre attention. Lâche, car chaque jour où tu soutiens CE qui ne vibre plus avec toi est un jour de moins pour construire CE qui le fait. Lâche la relation qui ne te respecte pas. Lâche la pensée qui te minimise. Lâche la routine qui te maintient stagnant. Non pas comme un acte de mépris, mais comme un acte d'amour de soi. L'abondance intérieure se manifeste lorsque tu marches léger, lorsque ton esprit et ton âme ne traînent pas CE qui auraient dû être laissés derrière. Lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. C'est te dire à toi-même « Je fais confiance en CE que je suis suffisant et en CE que le nouveau qui viendra sera meilleur parce que je suis prêt à le recevoir. » Le stoïcien ne s'accroche pas au passé ni à CE qui ne résonnent pas, car il comprend que le véritable pouvoir réside dans le fait de vivre en alignement avec CE qui élève son esprit. Lâche CE qui ne vibre pas avec toi. Fais-le aujourd'hui. Fais-le sans peur. Tu découvriras que CE qui semblait être une perte était en réalité une libération. Et CE n'est qu'alors que ta vie aura l'espace nécessaire pour fleurir à partir de l'abondance intérieure. 7. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà.
Un voyageur peut traverser une forêt pleine de fruits et rester affamé s'il ne fixe son regard que sur les arbres qui n'ont pas encore donné de récolte. C'est le piège de l'insatisfaction. Ignorer CE qui est déjà devant toi tout en désirant CE qui n'existe pas encore. La gratitude est l'antidote à cette cécité. Il ne s'agit pas d'un geste superficiel de courtoisie, mais d'une pratique profonde qui transforme ta façon de percevoir la vie. Le stoïcisme enseigne que CE qui compte n'est pas CE qui te manque, mais CE que tu sais reconnaître comme précieux. Marc Aurèle écrivait que la richesse de l'homme ne réside pas dans « est-ce bien », mais dans sa capacité à se contenter de CE qu'il a. Être reconnaissant pour CE que tu as déjà est une façon de reprogrammer l'esprit pour vivre dans l'abondance. Car chaque acte de gratitude réaffirme que tu possèdes plus que CE que ton anxiété te fait croire. La plupart des gens vivent dans l'illusion du « quand j'aurai plus ». Quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai plus de reconnaissance, je me sentirai précieux. Quand j'aurai plus de choses, j'aurai la paix. Mais cet horizon n'arrive jamais, il se déplace toujours un peu plus loin. La gratitude brise cette chaîne, car elle t'apprend à voir que tu as déjà des raisons d'être comblé aujourd'hui. Tu respires, tu penses, tu apprends, tu aimes, tu rêves. Est-ce vraiment peu? La gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle ne nie pas les difficultés, ni ne déguise le manque de ressources. Ce qu'elle fait, c'est élargir le regard. Même dans la douleur, tu peux trouver quelque chose à remercier. Remercier l'opportunité de te renforcer, la leçon que laisse l'échec, la clarté que apporte la perte. Sénèque disait que le sage remercie même l'adversité, car il comprend que sans elle, son caractère ne serait pas trempé. C'est la différence entre celui qui sombre et celui qui s'élève. Tous deux souffrent, mais l'un remercie la leçon et l'autre maudit son sort. Pratiquer la gratitude ne nécessite pas de rituel complexe. Commence par t'arrêter un moment chaque jour et observer CE qui est déjà avec toi. Le lit dans lequel tu dors, la nourriture que tu as eue, la personne qui t'a écouté, la capacité de recommencer. Écrire 3 choses chaque soir pour lesquelles tu es reconnaissant peut sembler simple, mais cela change ta façon de voir le monde. Entraîne ton esprit à reconnaître CE qu'il a déjà, et il cessera d'être obsédé par CE qui manque. Être reconnaissant te protège aussi de la comparaison. Celui qui se concentre sur CE qu'il a ne perd pas de temps à mesurer sa vie à celle des autres. La gratitude coupe l'envie à la racine, car elle transforme le quotidien en suffisant. Et quand le quotidien se sent suffisant, tout le reste devient un extra, pas une nécessité. C'est là la véritable abondance, non pas celle qui accumule des choses, mais celle qui reconnaît la valeur dans la simplicité. Le stoïcien est reconnaissant parce qu'il sait que la vie est éphémère. Rien ne garantit que CE que tu apprécies aujourd'hui sera là demain. Être reconnaissant est une façon d'honorer CE qui existent avant qu'ils ne se perdent. C'est vivre éveillé, non anesthésié par la hâte d'avoir plus. Quand tu es reconnaissant, même les jours difficiles prennent une teinte différente, car tu comprends que chaque instant, bien que dur, fait partie du privilège d'être en vie. Sois reconnaissant pour CE que tu as déjà. Fais-le avec l'esprit clair et le cœur ferme. Ne le transforme pas en une habitude mécanique. Fais-le comme celui qui polit une pierre jusqu'à CE qu'elle brille. Car dans cette pratique, tu découvriras que tu n'as jamais été vide, que tu n'as jamais été pauvre, que tu n'as jamais manqué de tout. Tu étais simplement aveugle à la richesse qui habitait déjà ta vie. Et quand tu la verras, personne ne pourra te convaincre du contraire. 8. Reconnais ton histoire comme une preuve d'abondance. Ta vie est comme un livre écrit avec des pages que personne d'autre ne possède. Certaines sont tachées, d'autres déchirées, d'autres encore remplies de lignes qui te rendent fier aujourd'hui. Mais l'important n'est pas la perfection du texte, mais le simple fait que tu continues à écrire. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance, c'est comprendre que CE que tu as surmonté est déjà une richesse, que chaque chute qui ne t'a pas détruit est devenue un fondement, que chaque blessure cicatrisée est un témoignage de ta force. Le stoïcisme enseigne que nous ne devons pas fuir le passé ni le maudire,
mais l'utiliser comme un outil. Marc Aurèle rappelait que c'est eux que tu as enduré et c'est eux qui t'a rendu plus fort. Souvent, nous cherchons une validation externe pour sentir que nous avons de la valeur, oubliant que notre histoire est déjà une preuve de résistance. Tu es ici en train de lire CES-MO, et cela signifie que tu as vaincu des batailles que d'autres n'ont pas supportées. C'est ça l'abondance, non pas de biens, mais d'expérience, d'apprentissage, de vie accumulée. La plupart des gens se concentrent sur CE qu'ils ont perdu, sur CE qu'ils n'ont pas réussi, sur CE qui leur manquent. Mais le stoïcien tourne son regard et reconnaît CE qu'il a gagné à chaque étape. Une trahison peut avoir enseigné le discernement, un échec peut avoir développé la résilience, une douleur profonde peut avoir ouvert la porte à l'empathie. Reconnaître ton histoire n'est pas romantiser les cicatrices, c'est les regarder sans honte et dire « Grâce à cela, je suis plus fort aujourd'hui ». Fais l'exercice de revoir ton parcours. Pense au moment où tu as juré que tu ne pourrais pas continuer, et pourtant, tu as continué. Pense au jour où tu te sentais en ruine, et pourtant, tu as trouvé quelque chose pour te soutenir. C'est la preuve que l'abondance vit déjà en toi. Car CE que tu as n'est pas seulement CE qui est à l'extérieur, c'est la capacité de t'être maintenu debout. Reconnaître ton histoire comme une preuve d'abondance te libère du besoin de prouver aux autres CE que tu vaux. Ta vie le prouve déjà, tu n'as pas besoin de l'embellir, tu n'as pas besoin d'approbation. Ta simple existence est une déclaration silencieuse de force, et quand tu le comprends, la recherche externe perd de sa puissance, car ta richesse est déjà écrite sur chaque page de ton parcours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. Le respect ne se mendie pas, il s'impose par la façon dont tu vis. Un homme n'obtient pas l'admiration d'une femme par ce qu'il promet ou ce qu'il offre, mais par la fermeté avec laquelle il fait face à la vie. Elle ne respecte pas celui qui se plie pour plaire, elle respecte celui qui se maîtrise avant d'essayer de dominer le monde. Car le véritable attrait ne réside pas dans les flatteries vides ou dans l'attention désespérée, mais dans le calme que l'on maintient lorsque tout autour s'effondre, dans la discipline qui guide chaque décision et dans la cohérence qui ne se négocie avec personne. Un homme qui sait dire non sans peur, qui ne poursuit ni n'implore l'attention, qui dirige avec un but et non avec des caprices, devient quelqu'un qui inspire naturellement le respect. Il n'a pas besoin de masquer l'insécurité par des gestes grandioses, ni de tomber dans le jeu de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Sa force réside dans son autocontrôle, dans la sérénité qu'il projette et dans la clarté d'un chemin qu'il suit avec détermination. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre comment plaire, elle cherche à te montrer comment te transformer en un homme qui n'a pas besoin de demander de la reconnaissance, car il la génère par sa simple présence. Ici, tu comprendras que la clé est de maîtriser tes émotions, de construire un caractère solide et d'établir des limites qui protègent ta dignité. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu apprendras ne changera pas seulement la façon dont les femmes te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. 1. Le pouvoir de dire non sans peur. Un homme sans la capacité de dire non est comme une rivière qui déborde. Son eau coule dans n'importe quelle direction, nourrit ce qu'elle ne devrait pas et finit par perdre sa force. Quand tu ne sais pas refuser, ton énergie, ton temps et ton respect se diluent dans des engagements inutiles, dans des faveurs qui ne sont jamais rendues et dans des concessions qui ne montrent que de la faiblesse. Un homme qui a peur de dire non, tôt ou tard, devient l'esclave des attentes des autres, et pire encore, l'esclave de l'approbation de la femme qu'il cherche à impressionner. Le respect se perd au moment où elle remarque que ta parole est malléable, que tes limites s'effondrent dès qu'une pression est exercée sur elle. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de maîtrise de soi. C'est la manière de montrer que ta vie a une direction et que tu n'es pas prêt à dévier pour n'importe quel caprice externe.
Quand un homme répond par un oui automatique, ce qu'il transmet n'est pas de la générosité, mais de la peur de la confrontation et de la dépendance de l'acceptation d'autrui. La femme respecte celui qui sait fixer des limites, car ces limites sont le reflet de son caractère et de la clarté avec laquelle il défend son but. Elle comprend que derrière chaque non prononcé avec calme et fermeté, il y a un homme qui se valorise lui-même. Pour éviter de tomber dans l'erreur de toujours céder, le premier conseil est d'identifier tes priorités. Si tu ne sais pas ce qui est vraiment important pour toi, tu finiras par accepter n'importe quoi juste pour éviter de déranger. Pose-toi la question, est-ce que cela contribue à mon objectif ou m'en éloigne-t-il? Si cela n'ajoute rien, la réponse doit être non, sans besoin de justification excessive ni de longues explications. Ton non vaut plus quand il est simple et ferme, il n'a pas besoin d'ornement. Le deuxième conseil est de pratiquer l'inconfort. Dire non ne sera jamais facile, surtout si tu as passé des années à plaire. Commence par les petites choses, refuse les faveurs qui te volent du temps, évite les engagements sociaux qui ne t'intéressent pas, établis des horaires intouchables pour toi. La pratique te renforcera et avec le temps, ton refus cessera de se sentir comme une culpabilité et deviendra une habitude naturelle. Le troisième conseil est de prendre soin du ton. Il ne s'agit pas de crier ou de paraître agressif, il s'agit de parler avec sérénité. Un non dit avec calme pèse plus que 1000 excuses dites avec nervosité. La femme perçoit cette sérénité comme de la sécurité. Et la sécurité génère toujours du respect. Souviens-toi que ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le soutiens. Si tu doutes, si tu te justifies trop, ton non perd de la valeur. Mais si tu le soutiens avec fermeté, ton non devient un rappel que tu es le maître de ta vie. Le quatrième conseil est de ne pas négocier ta dignité. Ne dis jamais oui à quelque chose qui compromet ton intégrité, tes valeurs ou ta paix intérieure. Chaque fois que tu acceptes l'inacceptable par peur de perdre quelqu'un, celui qui se perd vraiment, c'est toi. Le respect ne s'obtient pas en étant flexible jusqu'à se briser, mais en étant ferme même dans l'inconfort. Le pouvoir de dire non est le début de la maîtrise de soi. C'est le premier signe que tu n'es pas prêt à donner ton énergie à n'importe qui, ni à te soumettre à ce qui ne te représente pas. L'homme qui apprend à dire non sans peur cesse d'être une rivière qui déborde et devient un cours d'eau solide qui dirige ses eaux là où il veut que sa vie fleurisse. Cet homme n'a pas besoin de plaire pour être respecté, car sa seule cohérence parle pour lui. 2. Le calme qui impose le respect. La mer en pleine tempête emporte les bateaux, détruit les côtes et laisse derrière elle le chaos et la peur. Cependant, lorsqu'elle retrouve son calme, elle révèle toute sa grandeur. Cette sérénité ne signifie pas l'absence de force, mais le contrôle absolu de celle-ci. Il en va de même pour l'homme qui apprend à contrôler son intérieur. Il ne gaspille pas son énergie dans des explosions inutiles. Il la réserve pour les moments où elle vaut vraiment la peine. Ce calme impose le respect, car il transmet qu'il ne dépend pas des circonstances pour garder le contrôle, que la tempête peut rugir à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur de lui existe un centre inébranlable. Beaucoup tombent dans le piège de croire que réagir avec des cris, des nerfs ou de la colère est un signe de caractère, alors qu'en réalité c'est tout le contraire. Montrer du désespoir, c'est montrer de la fragilité. Chaque explosion incontrôlée dit au monde que vos émotions sont vos maîtres et que n'importe quelle situation peut vous emporter. Et si une femme perçoit que vos émotions gouvernent vos actes, ce qu'elle trouve n'est pas de la fermeté, mais de l'insécurité. Pour construire ce calme, la première étape est de maîtriser l'instant avant de réagir. Ce moment où le sang bout et la bouche s'ouvrent pour répondre est votre opportunité de décider qui a le contrôle, vous ou l'émotion. Respirez profondément, gardez une seconde de silence et ensuite agissez. Cette brève pause est ce qui sépare l'homme respecté de celui qui regrette plus tard. Chaque fois que vous parvenez à maintenir cette pause, vous renforcez l'image de quelqu'un qui ne se brise pas facilement. La deuxième clé est de former l'esprit tous les jours.
Le calme ne s'improvise pas, il se forme comme un muscle. Méditer en silence, écrire vos pensées ou même exercer votre corps sont des moyens de canaliser l'énergie pour qu'elle n'explose pas de manière chaotique. La discipline quotidienne devient la base de la sérénité. Beaucoup gaspillent leur énergie dans des discussions inutiles juste pour prouver qu'ils ont raison. Ce besoin de s'imposer révèle plus de faiblesse que de force. Le calme qui impose le respect n'est pas une fuite, c'est une sélection. Gardez le silence face à ce qui est trivial et parlez fermement seulement sur ce qui est important donne du poids à vos paroles. Une femme perçoit la différence entre celui qui discute de tout et celui qui parle peu, mais avec autorité. Le quatrième point se trouve dans votre langage corporel. La sérénité se voit autant qu'elle s'entend. Marcher sans hâte, maintenir le regard sans nervosité, parler d'un ton stable et posé sont des signes qui transmettent la sécurité. L'anxiété se trahit par des mouvements brusques, des voix tremblantes ou de l'impatience. Le calme dans votre corps renforce le calme dans votre esprit et projette le respect même sans besoin de mots. Être tranquille ne signifie pas permettre des abus ni être passif. Le vrai calme est le contrôle conscient de la force. La femme respecte celui qui sait se contenir, mais qui agit aussi avec décision lorsque la situation l'exige. La sérénité est une force contenue, une force qui n'a pas besoin d'exploser pour se faire sentir. L'homme qui garde son calme au milieu du chaos montre que son pouvoir ne dépend ni de l'opinion des autres, ni de la pression extérieure. Ce calme silencieux le transforme en une présence ferme, quelqu'un qui inspire confiance et sécurité. Comme la mer après la tempête, sa sérénité révèle qu'en lui existe une grandeur qui n'a pas besoin de bruit pour être respectée. 3. Un but plus fort que n'importe quel désir. La boussole ne se laisse jamais distraire par les lumières du chemin. Elle pointe toujours vers le nord, peu importe les distractions qui apparaissent autour. Cette constance est ce qui donne un sens au voyage, car sans un cap fixe, même le navigateur le plus habile finit par se perdre. Il en va de même pour un homme. Lorsqu'il vit guidé par un but solide, ses pas transmettent une direction et une force, mais lorsqu'il se laisse emporter par des désirs momentanés ou des caprices étrangers, il devient facile à manipuler. La femme perçoit immédiatement cette différence, car celui qui a un cap inspire confiance et respect, tandis que celui qui n'en a pas ressemble à un bateau à la dérive qui cherche l'approbation à chaque port. L'absence de but transforme beaucoup d'hommes en prisonniers de la validation. Ils se lèvent sans clarté, improvisent leurs objectifs et laissent n'importe quelle impulsion les contrôler. Ils cherchent à plaire avec des cadeaux, avec une attention excessive, avec des gestes désespérés, mais ce qu'ils montrent en réalité, c'est le vide. Le respect naît lorsqu'elle voit que ta vie ne tourne pas autour de son approbation, mais qu'elle est guidée par quelque chose de plus grand qu'elle-même. Le premier conseil pour construire ce but est de te connaître avec une brutalité honnête. Demande-toi ce qui motive vraiment ta vie, quelles sont les valeurs que tu n'es pas prêt à négocier et quels sont les objectifs qui valent ton effort quotidien. Sans cette clarté, n'importe quel désir sera suffisant pour te distraire. La femme respecte l'homme qui sait ce qu'il veut, car cette connaissance le rend stable et sûr, quelqu'un qui ne se perd pas dans le superficiel. Le deuxième conseil est d'établir des objectifs qui vont au-delà du plaisir immédiat. Celui qui vit seulement pour satisfaire des désirs momentanés montre qu'il n'a pas de contrôle sur lui-même. Le respect se gagne lorsque tes décisions révèlent que tu penses à long terme, que tu travailles sur des projets et des objectifs qui nécessitent de la discipline. Investir dans ton développement personnel, dans ta carrière, dans ta force physique et mentale montre que ton énergie est au service de quelque chose de plus grand que n'importe quelle impulsion passagère. Le troisième conseil est d'apprendre à sacrifier ce qui est attrayant mais inutile. Tout ce qui brille n'apporte pas à ton but. La capacité à renoncer à ce qui ne s'ajoute pas montre une force qui est perçue immédiatement. La femme respecte l'homme qui sait choisir, celui qui dit non aux distractions tentantes pour rester sur le chemin de ce qui compte vraiment.
Cette capacité à prioriser est un signe de maturité et de maîtrise personnelle. Le quatrième conseil est de démontrer par des actions, pas par des mots. Il ne sert à rien de parler d'objectifs ou de rêves si tes actes quotidiens contredisent ce que tu dis. La cohérence entre ce que tu déclares et ce que tu fais est la base du respect. Un but se révèle dans la façon dont tu vis, pas dans la façon dont tu parles. La femme admire celui qui tient avec discipline ce qu'il promet, pas celui qui change de direction chaque fois qu'une nouvelle tentation apparaît. Le cinquième conseil est de comprendre que ton but ne doit jamais dépendre d'une autre personne. Le partager est valable, mais jamais le mettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Si ton cap est défini parce qu'elle approuve ou désapprouve, tu as déjà perdu l'autorité. Le respect naît lorsque ton but est si fort que rien d'extérieur ne peut le briser. Cette indépendance te rend attrayant, car elle voit en toi quelqu'un qui se gouverne et n'a pas besoin de demander la permission d'être qui il est. 4. La valeur de ne pas chercher l'attention. L'ombre suit toujours celui qui marche, mais elle ne respecte jamais celui qui essaie de l'atteindre. Plus tu la poursuis, plus elle s'éloigne, et quand tu arrêtes de la chercher, elle reste naturellement derrière toi. C'est ainsi que fonctionne l'attention. Elle fuit celui qui la supplie, mais accompagne celui qui se concentre sur l'avancement sans dépendre d'elle. Un homme qui court après les regards, les éloges ou la reconnaissance devient prévisible, manipulable et faible. La femme le perçoit immédiatement, car personne ne respecte celui qui supplie pour ce qui devrait arriver seul. L'erreur de beaucoup est de croire que l'attention est synonyme de valeur. Ils publient chaque détail de leur vie pour être vus, exagèrent les gestes romantiques pour être approuvés, s'efforcent d'être le centre d'une conversation. Mais cette recherche désespérée reflète un vide. Plus tu insistes pour être remarqué, plus tu transmets l'insécurité. Le respect naît de l'indépendance, de la capacité à montrer que ta vie a sa propre direction, même si personne n'applaudit. La femme ne respecte pas l'homme qui implore l'attention. Elle respecte celui qui démontre qu'il n'a pas besoin d'elle pour se soutenir. Le premier conseil pour éviter ce piège est de comprendre que l'attention est un effet, pas un objectif. Si ton but est d'être vu, tu finiras toujours par dépendre de l'extérieur. Mais si ton but est de grandir, de t'améliorer, de construire et d'avancer, l'attention viendra d'elle-même. Travaille sur toi-même, renforce ton corps, ton esprit et tes compétences, et tu verras que le monde commence à regarder sans que tu aies à élever la voix. L'attention qui est gagnée par le mérite réel est beaucoup plus puissante que celle qui est demandée par des actes désespérés. Le deuxième conseil est d'éliminer la validation comme nourriture quotidienne. Beaucoup d'hommes vivent en attente de leur téléphone, espérant un message, une réaction sur les réseaux sociaux ou un signe d'approbation. Cette dépendance consomme de l'énergie et reflète un manque de contrôle. Change ton focus. Utilise ce temps pour des projets qui ajoutent à ta vie. Lorsque tu réduis ton besoin de validation, ta valeur se multiplie, car tu n'es plus esclave de ce que les autres pensent ou disent. Le troisième conseil est de prendre soin de tes actions en présence de femmes. Une erreur courante est de surcompenser avec des gestes excessifs, des faveurs inutiles ou des paroles vides, juste pour gagner de la sympathie. Ce comportement ne génère pas de respect. Il génère un confort momentané pour l'autre personne, mais sans admiration réelle. Apprends à donner à partir de l'abondance, pas à partir du besoin. Fais-le parce que tu le veux, pas parce que tu espères recevoir quelque chose en retour. Cette différence est immédiatement perceptible et transforme la façon dont tu es perçu. Le quatrième conseil est de cultiver le silence. Tout ne doit pas être partagé, tout n'a pas besoin d'être exposé pour que les autres le reconnaissent. La discrétion crée le mystère et le mystère crée le respect. Moins tu cherches à être vu, plus tu suscites d'intérêt. La femme respecte l'homme qui n'a pas besoin de crier qui il est, car sa présence, ses actes et sa façon de marcher transmettent déjà un message clair. Celui qui parle moins et démontre plus sera toujours plus fortement rappelé. Le cinquième conseil est de maintenir ton attention sur ce qui compte vraiment.
Arrête de gaspiller de l'énergie à essayer d'impressionner et concentre-toi sur ton but. L'attention véritable est gagnée lorsque les gens remarquent ta discipline, ta constance et ta capacité à avancer sans te distraire. 5. Les émotions sous ton contrôle, pas l'inverse. Le feu peut donner de la chaleur ou peut détruire une maison entière. Tout dépend de qui le manipule. Les émotions fonctionnent de la même manière. Elles sont de l'énergie pure. Mais si tu les laisses sans contrôle, elles ravagent ta vie, tes relations et ton respect. Une femme peut admirer la passion d'un homme, mais elle ne respectera jamais celui qui se laisse emporter par des impulsions qui le font perdre le contrôle. Parce que la force ne se mesure pas en cris, en accès de jalousie ou en explosion de colère, elle se mesure à la capacité de garder l'esprit ferme même lorsque le cœur brûle. L'erreur la plus courante est de penser que maîtriser ses émotions signifie les réprimer ou faire semblant qu'elles n'existent pas. Cette attitude ne fait qu'accumuler jusqu'à l'explosion. Le véritable contrôle réside dans la reconnaissance de ce que tu ressens, mais sans permettre que cela décide pour toi. Lorsqu'un homme agit sous l'effet de la colère, de l'euphorie ou de la tristesse, il montre que sa volonté est faible. Le respect naît de la stabilité émotionnelle, de la sécurité que tu transmets lorsque ce que tu ressens ne te brise pas. Le premier conseil pour atteindre ce contrôle est d'apprendre à observer sans réagir. Lorsque l'émotion apparaît, ton premier instinct sera d'agir, mais c'est le moment où tu dois t'arrêter. Pose-toi la question, que se passerait-il si j'agissais maintenant? Que se passerait-il si j'attendais? Cette pause te permet de répondre avec logique plutôt qu'avec instinct incontrôlé. Chaque seconde que tu parviens à garder ta réponse sous contrôle renforce ton autorité interne. Le deuxième conseil est de former l'esprit avec de petits défis quotidiens. Teste ta patience dans la vie quotidienne, le trafic, l'attente, les imprévus. Si tu te débordes dans les petites choses, tu échoueras inévitablement dans les grandes. Contrôler les émotions est comme renforcer un muscle. Cela nécessite une répétition constante. Garder tout en silence absolu n'est pas de la force, c'est de la rigidité. Parler clairement, sans cri ni dramatisme, montre que tu maîtrises ce que tu ressens plutôt que d'être dominé. Dire « je suis contrarié par cela » avec sérénité impose plus de respect qu'une explosion de colère. L'homme qui sait communiquer ce qu'il ressent avec fermeté et calme démontre un niveau de contrôle que peu atteignent. Le quatrième conseil est d'identifier les déclencheurs. Nous avons tous des points faibles qui nous font réagir plus intensément. Une critique, une moquerie, un manque d'attention. Les connaître est la clé pour ne pas tomber dans le piège. Si tu sais ce qui te déstabilise, tu peux te préparer à y faire face avec plus de contrôle. Le respect se renforce lorsqu'elle voit que ce qui te déstabilisait auparavant ne te désarme plus, que tu n'es plus un esclave de tes vulnérabilités. Le cinquième conseil est de maintenir la discipline physique et mentale. Un corps épuisé et un esprit saturé sont un terrain fertile pour le débordement. Bien dormir, faire de l'exercice et maintenir des routines de clarté mentale comme la méditation t'aident à garder tes émotions sous ton contrôle et non l'inverse. La discipline ne renforce pas seulement le corps, elle ordonne aussi l'esprit et avec lui la stabilité émotionnelle. L'homme qui maîtrise ses émotions n'a pas besoin de démontrer sa puissance par des cris ou de la violence. Sa force réside dans sa capacité à garder le feu sous contrôle, à l'utiliser pour éclairer plutôt que pour détruire. Cette capacité projette de la sécurité et de la confiance, et c'est là que naît le véritable respect. Parce que la femme sait que si un homme peut gouverner ses émotions, il peut gouverner n'importe quel aspect de sa vie. 6. La cohérence qui définit ton caractère. Le pont qui résiste au passage du temps ne tient pas grâce à la peinture qui le recouvre, mais grâce à la solidité de ses piliers. Si ses fondations sont solides, chaque tempête passe sans le faire s'écrouler. Mais si elles sont remplies de fissures, tôt ou tard il s'effondrera. C'est ainsi que fonctionne la cohérence chez un homme. C'est le pilier invisible qui soutient son caractère. Il ne s'agit pas de ce qu'il dit en public,
ni de ce qu'il promet dans les moments d'enthousiasme, mais de la façon dont ses actes coïncident avec ses paroles. Une femme peut écouter 1000 discours, mais ce qu'elle observe vraiment, c'est si ce que tu fais confirme ce que tu dis. L'incohérence détruit le respect plus rapidement que toute autre erreur. Dire que tu valorises ton temps et ensuite le perdre dans des distractions constantes, parler de discipline et être esclave de tes impulsions, promettre la fermeté et céder à la première pression externe, tout cela envoie un message clair. Ta parole n'a pas de valeur. Et lorsque la femme perçoit cette fissure, peu importe l'attrait de ton discours, la confiance se brise. Le respect est gagné lorsque ta vie entière est une preuve que tes valeurs ne se plient pas selon la convenance du moment. Le premier conseil pour construire la cohérence est de t'engager moins, mais de le faire avec tout. Beaucoup d'hommes commettent l'erreur de parler trop, de promettre ce qu'ils n'ont pas la discipline de soutenir. Le respect ne naît pas des grandes déclarations, mais de la capacité à tenir ses engagements au quotidien. Si tu dis que tu arriveras à l'heure, fais-le. Si tu dis que tu travailleras sur quelque chose, fais-le. Chaque petite action accomplie renforce ton caractère et projette que ta parole est fiable. Le deuxième conseil est de vivre selon des principes, pas selon des émotions. Tes valeurs doivent être le guide qui détermine tes décisions, même quand elles ne sont pas pratiques ou faciles. La femme respecte l'homme qui tient sa parole, même si cela lui coûte, car ce sacrifice reflète la grandeur. En revanche, celui qui change d'avis à chaque impulsion est perçu comme faible et peu fiable. La cohérence se construit lorsque tu choisis d'agir selon tes principes et non selon ton humeur. Le troisième conseil est d'aligner ta vie publique et privée. Il ne sert à rien de projeter une image de force dans la rue si dans ton intimité tu es esclave de vices, de peur ou de contradictions. Le véritable respect naît lorsque la femme découvre que tu es le même dans tous les scénarios, que ton essence ne change pas en fonction de qui te regarde. Cette transparence génère de l'admiration car elle reflète l'intégrité. Et l'intégrité est à la racine de tout caractère solide. Le quatrième conseil est de corriger fermement lorsque tu échoues. Personne n'est parfait, et prétendre l'être ne fait qu'affaiblir ton authenticité. Mais la différence réside dans la façon dont tu affrontes tes erreurs. L'incohérent les justifie, les cache ou les répète. L'homme cohérent les reconnaît, les assume et les corrige. Cette capacité à affronter les conséquences de tes actes renforce ton respect, car elle démontre la maturité et la responsabilité. Le cinquième conseil est de choisir un chemin et de le tenir. La cohérence ne signifie pas rigidité. Elle signifie direction. Tu peux ajuster, tu peux apprendre, mais tu ne peux pas faire des virages opposés chaque fois qu'une difficulté se présente. Chaque fois que tu maintiens ton cap même dans l'inconfort, tu renforces ton caractère. La femme respecte celui qui reste debout même si le vent souffle contre lui, car elle sait que cet homme ne se plie pas sous la pression et ne change pas en fonction de l'environnement. 7. Limite qui protège ta dignité. Un mur n'est pas construit pour enfermer, il est érigé pour protéger ce qui a de la valeur à l'intérieur. Sans limite, n'importe quel ennemi peut entrer, n'importe quel vent peut tout balayer, et n'importe quel étranger peut disposer de ce qui ne lui appartient pas. C'est ce qui arrive aux hommes qui n'établissent pas de barrières claires dans leur vie. Ils permettent aux autres de décider pour eux, d'utiliser leur temps, de manipuler leurs émotions et de jouer avec leur dignité. Une femme peut en profiter, mais elle ne le respectera jamais, car personne n'admire celui qui donne sans mesure ce qu'il devrait défendre. Les limites ne sont pas des murs d'arrogance, ce sont des expressions de respect de soi. Un homme qui ne sait pas dire jusqu'ici projette de l'insécurité et de la dépendance. Ce manque de fermeté le rend manipulable, quelqu'un qui préfère perdre sa valeur plutôt que de déranger quelqu'un d'autre. En revanche, lorsqu'un homme établit des lignes claires que personne ne franchit, il démontre que sa dignité n'est pas à vendre et que sa vie est ordonnée. Cette attitude impose le respect car elle reflète une force intérieure, une conviction et une clarté sur qui il est.
Le premier conseil est d'identifier ce qui est non négociable dans ta vie. Cela peut être ton temps de travail, ton repos, tes valeurs, tes relations les plus importantes. Si tu ne le définis pas, n'importe qui pourra empiéter sur ce terrain. Écris ces priorités et engage-toi à les défendre. Chaque fois que tu maintiens une limite, tu renforces l'idée que ta vie n'est pas disponible pour être utilisée à la convenance des autres. Le deuxième conseil est de communiquer tes limites avec sérénité. Il ne s'agit pas de les imposer avec des cris ou de la colère, mais de les exprimer avec clarté et fermeté. Un « je ne peux pas faire ça » ou un « je n'accepte pas d'être traité de cette façon » dit calmement a plus de poids qu'une réaction incontrôlée. La femme perçoit cette sécurité dans ta façon de parler et comprend que tu n'es pas un homme facile à manipuler. La fermeté sereine est toujours plus respectée que l'agressivité vide. Le troisième conseil est de maintenir les limites avec cohérence. Il ne sert à rien de dire que tu ne tolères pas certains comportements si tu le permets encore et encore. Chaque fois que tu cèdes à ce que tu as dit que tu n'accepterais pas, ta parole perd de sa valeur. Le respect se construit lorsque tes actions confirment que ta dignité n'est pas négociable. Même si au début quelqu'un se fâche, avec le temps, il comprendra que ta constance reflète un caractère solide. Le quatrième conseil est de ne pas craindre les pertes qui viennent avec les limites. Certains hommes permettent des abus, par peur d'être seuls, de perdre une relation ou de décevoir quelqu'un. Cette attitude détruit le respect, car elle démontre la dépendance. La réalité est que les limites filtrent ce qui ne te convient pas et attirent ce qui mérite vraiment d'être dans ta vie. Une femme peut s'éloigner si elle n'accepte pas tes limites, mais celle qui reste le fait parce qu'elle comprend que tu vaux plus que ce qu'elle peut manipuler. Les limites ne sont pas des chaînes, ce sont des murs qui protègent ta dignité. Un homme qui sait les établir ne se brise pas sous la pression et ne se rabaisse pas pour être accepté. Comme un mur solide, il reste debout parce qu'il comprend que ce qu'il garde à l'intérieur est trop précieux pour être donné à n'importe qui. Et cette valeur, cette clarté et cette fermeté sont celles qui éveillent le véritable respect pour que tu le comprennes. 8. Diriger ta vie avec une démarche assurée. Le phare sur la côte ne court pas après les bateaux, ni essaie d'attirer l'attention en criant, il reste simplement allumé et stable, guidant avec sa lumière. Il n'a pas besoin de bouger pour montrer sa puissance, car sa seule présence transmet une direction. C'est ainsi que doit être la vie d'un homme qui cherche le respect. Ne pas mendier pour être suivi, mais maintenir clairement un cap que les autres reconnaissent sans avoir besoin de mots. La femme ne respecte pas celui qui improvise, elle respecte celui qui marche avec assurance, celui qui montre qu'il sait où il va, même si le chemin est difficile. La confusion de beaucoup réside dans la croyance que diriger sa vie signifie contrôler les autres. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Celui qui essaie de manipuler et de dominer devient un tyran insécurisé qui cherche à compenser par le pouvoir ce qui lui manque de caractère. Diriger avec une démarche assurée signifie se contrôler soi-même d'abord, montrer que tes actions, ta discipline et ta constance ont un ordre et un but. Ce n'est qu'alors que tu peux inspirer le respect, car personne ne fait confiance à celui qui se contredit, mais tout le monde observe celui qui se tient debout. Le premier conseil est de définir clairement tes objectifs. Il ne suffit pas de vivre en réagissant à ce qui se passe, tu as besoin d'un cap à toi. Quand ta vie est régie par ce que les autres attendent de toi, tu perds de l'autorité. La femme perçoit immédiatement si tu marches par décision personnelle ou par approbation d'autrui. Fixe des objectifs qui reflètent ton essence et laisse ta vie parler à travers eux. Un homme avec une direction définie se distingue toujours parmi ceux qui errent sans direction. Le deuxième conseil est de cultiver la constance. Marcher avec une démarche assurée ne signifie pas courir à toute vitesse. Cela signifie avancer sans s'arrêter, même si le moral fait défaut. La discipline est la preuve que tu diriges ta vie, car elle montre que tu ne dépends pas de la motivation passagère. Quand tu maintiens des habitudes, quand tu tiens tes promesses, ta présence transmet la stabilité.
La femme respecte cette constance parce qu'elle sait que celui qui reste ferme dans les petites choses restera ferme dans les grandes. Le troisième conseil est d'assumer la responsabilité de chaque décision. Blâmer l'environnement, les gens ou la chance est la sortie des faibles. Celui qui dirige sa vie comprend que le cap dépend de ses choix et que même les erreurs font partie de son apprentissage. Reconnaître tes erreurs sans excuse et les corriger avec des actions projette maturité et caractère. Le respect se gagne lorsque tu démontres que rien d'extérieur ne définit ton destin plus que toi-même. Le quatrième conseil est de te relever chaque fois que tu tombes. Le chemin assuré n'est pas celui qui ne trébuche jamais, mais celui qui ne renonce jamais. La résilience est l'un des signes les plus forts de leadership personnel. Tomber ne te rend pas moins. Rester par terre, oui. Chaque fois que tu te relèves avec plus de détermination, tu envoies le message que ton esprit ne se brise pas. Et cette force silencieuse impose le respect, car elle montre clairement que ta valeur ne dépend pas du confort, mais de ta capacité à résister. Le cinquième conseil est de marcher avec humilité. La véritable fermeté n'a pas besoin d'arrogance ni d'ostentation. Le phare ne se vante pas de sa lumière, il la projette simplement. De la même manière, diriger ta vie ne nécessite pas que tu l'annonces. Il suffit de le démontrer jour après jour. L'humilité combinée à la détermination génère un respect authentique, car elle reflète que ta force est réelle et n'a pas besoin d'être embellie. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre site. Tu as vécu trop longtemps en essayant de plaire, en baissant la tête pour éviter le conflit, en taisant ce que tu penses vraiment par peur de déranger. Cette attitude t'a volé quelque chose de plus précieux que n'importe quoi, ta dignité. Et tu le sais, parce que dans le silence de la nuit, quand personne ne te voit, tu sens que quelque chose en toi crie pour récupérer ce que tu as perdu. Cette vidéo n'est pas un refuge de mots doux, c'est un coup de réalité, un rappel que la véritable force ne se mesure pas en sourires faux ni en sacrifices inutiles, mais dans la capacité de te tenir debout quand le monde veut te plier. Le stoïcisme l'enseigne avec une brutalité claire. La liberté commence à l'intérieur. Tu ne peux pas respecter le monde si tu n'apprends pas à te respecter d'abord. Tu ne peux pas construire des relations saines si tu continues à vivre dans la dépendance et la justification. Récupérer la dignité, c'est regarder ta douleur en face, arrêter de supplier pour l'approbation et oser être cohérent, même si ça fait mal, même si ça dérange, même si ça te laisse seul pour un moment. Cette vidéo est un appel agressif et nécessaire. Arrête de céder là où tu ne devrais pas. Arrête de donner des explications que personne ne mérite. Arrête de cacher ta voix par peur de perdre l'acceptation des autres. Parce que la seule chose que tu perds dans ce processus, c'est toi-même. Reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre ne sont pas des conseils doux, ce sont des leçons stoïciennes qui, si tu oses les pratiquer, changeront la façon dont tu marches, parles et te tiens dans la vie. Ici commence le retour à ta véritable force, la dignité. 1. Lâche le besoin d'approbation. C'est comme se regarder dans un miroir embué et chercher ton visage sans pouvoir le distinguer clairement. La figure est là, mais recouverte par le brouillard de l'approbation d'autrui. Quand tu vis en cherchant que tout le monde t'accepte, ce qui se passe, c'est que le reflet cesse d'être le tien. Il devient une mosaïque d'attentes, d'opinions et de jugements d'autres qui ont peu ou rien à voir avec ce que tu es réellement. C'est le piège le plus subtil, le besoin d'approbation. Une prison invisible qui n'a pas de barreaux, mais qui enferme des millions de personnes dans une vie qu'ils n'ont pas choisie. Et c'est là que tu dois ouvrir les yeux une fois pour toutes, parce que tant que tu vivras pour plaire, tu nieras ta propre dignité. Le problème de chercher l'approbation, c'est que ce n'est jamais suffisant. Il y aura toujours quelqu'un qui n'aime pas ce que tu dis, ce que tu fais ou ce que tu penses. Et quand tu fais de leur acceptation ta nourriture, tu deviens un mendiant émotionnel, tendant la main dans l'espoir de recevoir quelques miettes de validation.
Est-ce vraiment ce que tu mérites? La réponse est non. Le stoïcisme enseigne que la vraie liberté commence lorsque ta valeur ne dépend plus du regard d'autrui, lorsque ta boussole se concentre sur ce qui est sous ton contrôle, tes actes, tes principes, ta cohérence. Pour lâcher ce besoin, la première chose est d'identifier quand tu le cherches. Demande-toi honnêtement, est-ce que ce que je suis sur le point de faire, je le fais parce que je pense que c'est juste ou parce que j'espère des applaudissements? Si la réponse pointe vers la seconde, tu sais que tu es en train de donner ton pouvoir. La deuxième étape est de t'habituer à l'inconfort du rejet. Tu ne peux pas prétendre être libre si la peur de déplaire te paralyse. Et c'est précisément dans ce frottement inconfortable que ton caractère se forge. Commence par le simple, exprime-toi dans les conversations quotidiennes sans adoucir tes mots par peur de déranger. Apprends à maintenir ta position même si quelqu'un fronce les sourcils, parce que la cohérence pèse plus qu'un acquiescement vide. Un autre conseil pratique est de former ton esprit à la gratitude silencieuse envers toi-même. Fais une liste mentale de ce que tu as bien fait dans la journée sans attendre que les autres le reconnaissent. Célèbre tes propres progrès même si personne ne les remarque. Lorsque tu cultives cette pratique, tu construis une base solide de respect de soi qui ne vacille pas avec les critiques. Et rappelle-toi que ce n'est pas une question de devenir arrogant ou insensible. Il s'agit de retrouver l'équilibre, de savoir que ta voix et ton jugement ont un poids qui ne dépend pas des autres. Il est également essentiel de t'entourer de personnes qui apprécient ton authenticité, et non de celles qui t'applaudissent seulement lorsque tu réponds à leurs conditions. Évalue tes relations. Observe qui t'écoute quand tu parles à partir de ta vérité et qui s'éloigne quand tu ne rentres plus dans leur moule. Ces filtres sont nécessaires car la dignité fleurit dans des environnements où tu n'as pas à te déguiser. Enfin, pratique la discipline du silence. N'explique pas tout ce que tu fais en cherchant l'approbation. Ne partage pas chaque pas dans l'espoir de recevoir un bienfait. Garde certaines choses juste pour toi. Apprécie le pouvoir d'avancer sans témoin, car la reconnaissance la plus importante est celle qui naît de ta propre cohérence. 2. Posez des limites fermement. C'est comme laisser la porte de votre maison ouverte toute la nuit, n'importe qui entre, n'importe qui prend ce qu'il veut, n'importe qui emporte votre paix. C'est ce qui se passe lorsque vous ne savez pas poser de limites. Vous devenez un terrain sans frontières où les autres décident de ce qu'ils vont faire de vous. Et le plus grave n'est pas ce que les autres prennent. Le plus grave est que vous leur permettez de le faire. Car sans limite, il n'y a pas de respect, et sans respect, il n'y a pas de dignité. Voici une vérité dure. Si vous ne définissez pas jusqu'où les autres peuvent aller avec vous, personne ne le fera pour vous. Le problème est que l'on nous a appris à confondre les limites avec l'égoïsme. Depuis notre plus jeune âge, on nous répète que dire non est impoli, que mettre de la distance est froid, que défendre son espace est arrogant. Et vous grandissez en croyant que pour être bon, il faut toujours céder, toujours supporter, toujours accepter. Mais le stoïcisme le rend clair. La bonté sans fermeté devient une faiblesse, et la faiblesse attire seulement l'abus. Marc Aurèle disait que la meilleure façon de vivre en harmonie avec les autres est de commencer par vivre en harmonie avec soi-même. Et cela signifie prendre soin de votre énergie, protéger votre temps, et ne pas le donner à n'importe qui le demande. Poser des limites commence par quelque chose de basique, reconnaître votre propre valeur. Si vous ne la reconnaissez pas, personne ne le fera. Faites une liste de ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer, des commentaires blessants aux exigences qui épuisent votre énergie. Une fois que vous avez cela clair, chaque limite cesse d'être un caprice et devient une déclaration de respect. La deuxième étape est la cohérence. Car il ne suffit pas de le penser, il faut l'exprimer et le maintenir. Il ne sert à rien de dire « ne me parle pas comme ça » et d'agir le lendemain comme si de rien n'était. Chaque contradiction affaiblit votre voix et enseigne à l'autre que vos limites sont négociables. Un autre conseil pratique est d'utiliser des phrases directes, sans fioritures, sans longues excuses, qui cherchent à vous justifier.
Je ne peux pas t'aider dans ça, je ne suis pas d'accord, je préfère ne pas assister. Des phrases simples qui marquent votre position sans détour. Plus vous serez simple dans votre expression, plus le message sera percutant. Et souvenez-vous, le ton est aussi important que les mots, car une limite dite avec insécurité perd sa force, mais une limite dite avec calme et fermeté devient un mur que personne ne peut traverser. Il ne s'agit pas de construire des murs contre tout le monde, mais de choisir intelligemment à qui vous ouvrez et jusqu'où. Poser des limites ne détruit pas les relations, cela les purifie. Il vous montre qui vous respecte et qui vous utilise seulement, qui vous valorise et qui profite de votre silence. Cette sélection fait mal au début, mais libère ensuite, car vous cessez de dépenser de l'énergie pour ceux qui ne méritent pas d'être dans votre vie. Enfin, souvenez-vous que chaque fois que vous fixez une limite, vous ne protégez pas seulement votre dignité. Vous éduquez aussi les autres sur la façon de vous traiter. Vous enseignez aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec vous. Et si vous ne le faites pas, ils décideront pour vous. Laisser la porte ouverte, c'est inviter au désordre. La fermer fermement, c'est inviter au respect. Et c'est là la véritable force, non pas celle de plaire à tout le monde, mais celle de maintenir votre frontière, même si le monde veut la renverser. 3. Récupère ta voix. Imagine que tu te réveilles un jour et qu'aucun son ne sort lorsque tu parles. Tu bouges les lèvres, mais ta voix n'apparaît pas. Il ne reste que le silence. C'est la sensation que beaucoup portent sans s'en rendre compte. Ils vivent en parlant, mais pas avec leur voix, mais avec celle que les autres veulent entendre. Et quand tu donnes ta voix, tu donnes aussi ton essence, parce que ce que tu dis reflète ce que tu es. La perdre, c'est comme effacer ton nom de ta propre vie. Récupérer la voix ne signifie pas crier plus fort, cela signifie parler avec vérité. Le stoïcisme enseigne que ce que tu penses et ce que tu dis doivent être un, car l'incohérence est la racine de la faiblesse. Quand tu tais ce que tu sais que tu devrais exprimer, tu te trahis, et chaque trahison interne réduit ta dignité. Il ne s'agit pas d'avoir une opinion sur tout, mais de clarifier ce que tu penses sur ce qui compte vraiment. Même si cela ne plaît pas, même si cela dérange, même si cela te met en minorité. La première étape est d'arrêter d'adoucir ton message par peur du rejet. Combien de fois termines-tu des phrases par un « je pense »,« peut-être »,« je ne sais pas si je me trompe », comme si tu demandais la permission d'exister. Cela tue ton autorité. Parler avec ta voix, c'est éliminer le doute inutile et dire ce que tu penses avec fermeté, sans fioriture. Ne confonds pas cela avec l'imposition, car imposer cherche à dominer, mais exprimer ta vérité cherche à être cohérent avec toi-même. La deuxième étape est de pratiquer l'inconfort, de tenir ta parole. Il y aura des moments où ce que tu dis ne correspondra pas à la majorité, et c'est là le test. Celui qui a besoin d'approbation change d'opinion selon le vent. Celui qui a sa propre voix la maintient même si la tempête souffle. Cette constance est ce qui façonne le respect. N'oublie pas que les gens ne respectent pas celui qui est toujours d'accord. Ils respectent celui qui ose être clair. Un autre conseil pratique est d'exercer ta voix dans les petites choses. Commence dans les conversations quotidiennes. Exprime ce que tu veux vraiment, au lieu de ce que tu penses qu'on attend de toi. Demande ce dont tu as besoin sans le déguiser. Dis ce qui te dérange, sans l'adoucir avec des excuses interminables. Chaque fois que tu le fais, ta voix revient un peu plus. Et n'oublie pas que la voix n'est pas seulement dans les mots, elle est aussi dans les actions. Si tu dis que tu valorises quelque chose, mais que tu agis contre, ta voix perd de sa force, car la cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais est la base du respect. Enfin, comprends que récupérer ta voix n'est pas un acte de rébellion contre les autres, c'est un acte de loyauté envers toi-même. Chaque mot ferme, chaque idée exprimée, chaque silence que tu choisis avec intention et non par peur sont des pas pour reconstruire la dignité. La voix que tu avais perdue est toujours en toi, attendant que tu arrêtes de la déguiser. Quand tu la récupéreras, tu ne parleras pas seulement différemment, tu marcheras différemment, parce que rien ne pèse plus que la clarté de quelqu'un qui ne demande plus la permission d'être entendu.
4. Respecte-toi d'abord. Il y a des gens qui se traitent eux-mêmes comme s'ils étaient un plan secondaire dans leur propre vie, comme s'il y avait toujours quelqu'un de plus important à qui prêter attention, comme si leur temps valait moins que celui des autres. C'est comme inviter tout le monde à dîner chez toi et te retrouver sans assiette pour toi. Tu sers, tu souris, tu fais plaisir, mais à la fin, tu te retrouves vide. C'est la conséquence de ne pas te respecter en premier, de toujours mettre les autres avant toi, en pensant que c'est un acte de bonté, alors qu'en réalité, c'est un acte d'abandon personnel. Le respect de soi n'est ni un luxe, ni un caprice, c'est la base de toute dignité. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, tu ne peux pas offrir de valeur si tu ne te reconnais pas comme précieux, tu ne peux pas espérer des relations saines si tu permets toi-même d'être traité sans soin. Lorsque tu ne te respectes pas, tu envoies un message silencieux au monde. Ici, tout est permis. Et crois-moi, le monde n'hésite pas à profiter de cette permission. La première étape pour te respecter est de reconnaître tes propres limites internes. Je ne parle pas seulement de dire non aux autres, je parle de te dire non à toi-même lorsque tu te sabotes. Ne pas accepter moins que ce que tu mérites, ne pas te permettre de justifier les mauvais traitements par des excuses, ne pas rester dans des endroits qui épuisent ta paix. Le respect de soi commence dans le miroir, dans la façon dont tu te parles, dans la façon dont tu évalues tes décisions, dans la façon dont tu choisis ce que tu tolères. Ensuite, tu dois apprendre à prioriser ton temps. Si chaque minute est consacrée aux demandes des autres, tôt ou tard, ta vie cesse d'être la tienne. Respecte-toi assez pour mettre dans ton agenda ce qui compte vraiment pour toi, même si les autres ne le comprennent pas. Consacre des heures à ta croissance, à ton repos, à ta santé, et défends-les avec la même force que tu remplirais une obligation étrangère. Cet acte n'est pas de l'égoïsme, c'est de la dignité. Un autre conseil pratique est de surveiller la façon dont tu permets qu'on te parle. Si quelqu'un te traite avec mépris et que tu l'acceptes, si quelqu'un minimise tes réalisations et que tu souris comme si de rien n'était, tu montres clairement que tu n'as pas besoin de respect. Change cette dynamique avec fermeté, arrête les commentaires blessants, exprime ton inconfort, montre que tu sais combien tu vaux. Le silence prolongé face au manque de respect ne fait que perpétuer l'abus. Enfin, comprends que te respecter ne signifie pas t'éloigner du monde, cela signifie y entrer avec plus de force. Lorsque tu es le premier à te valoriser, tu obliges les autres à le faire aussi. Et s'ils ne le font pas, alors le respect de soi te donne le courage de les éloigner sans culpabilité. C'est là le véritable pouvoir, marcher droit en sachant que tu n'as pas besoin de te traîner pour que quelqu'un d'autre t'accepte. Parce qu'en te respectant d'abord, tu transformes ta vie en un territoire sacré où personne n'entre à moins d'être prêt à valoriser ce que tu es. 5. Pratique le pardon intelligent. Pardonner aveuglément, c'est comme donner les clés de ta maison à celui qui l'a déjà cambriolé une fois en espérant naïvement qu'il ne le fera pas à nouveau. Le pardon mal compris n'est pas une vertu, c'est de la naïveté. Et il est souvent confondu avec la faiblesse. Le stoïcisme enseigne que le pardon n'est pas un chèque en blanc pour que les autres répètent l'offense. C'est une décision consciente de te libérer du poison de la rancune, sans oublier la leçon que la blessure a laissée. C'est le pardon intelligent, celui qui lâche le poids, mais en même temps établit des limites fermes pour que le mal ne se répète pas. Quand tu ne pardonnes pas, le ressentiment devient un hôte qui consomme ton énergie, occupe ton esprit et te vole la paix. Mais quand tu pardonnes sans discernement, tu deviens complice de l'abus, car l'autre apprend que ses actes n'ont pas de conséquences. L'équilibre est de reconnaître que pardonner n'est pas oublier ni toujours se réconcilier, c'est simplement choisir de ne pas porter le poison émotionnel, tout en gardant la distance ou les limites nécessaires pour ne pas être blessé à nouveau. Le premier conseil pratique est de séparer le pardon interne de la relation externe. Tu peux lâcher la haine en toi, mais cela ne signifie pas que tu dois à nouveau faire confiance à celui qui t'a blessé. Ta dignité exige cette clarté, car le vrai pardon n'efface pas la mémoire, il la transforme en sagesse.
Demande-toi, qu'est-ce que cette blessure m'a appris? Quelles limites dois-je renforcer à partir de maintenant? Cette réflexion transforme la blessure en maître et le pardon en un outil de croissance. Le deuxième conseil est de ne pas confondre le pardon avec le déni. Il y a ceux qui disent avoir pardonné juste pour ne pas affronter la douleur, mais le ressentiment reste caché et tôt ou tard, il explose. Pratiquer le pardon intelligent exige de regarder en face ce qui s'est passé, de reconnaître la blessure, d'accepter la douleur et ensuite de la lâcher. Tu ne peux pas libérer ce que tu nies. En acceptant, ta décision de pardonner cesse d'être une excuse et devient un acte conscient de liberté. Un autre point clé est d'apprendre à te pardonner à toi-même. Souvent, tu portes plus le poids de la culpabilité de tes erreurs que les blessures que d'autres t'ont infligées. Le stoïcisme rappelle que l'erreur fait partie de la condition humaine. L'important n'est pas de sombrer dans la culpabilité, mais de corriger le cap et d'agir mieux la prochaine fois. Te pardonner ne signifie pas te justifier. Cela signifie te donner le droit de continuer à avancer sans chaînes internes. Enfin, rappelle-toi que le pardon intelligent est sélectif et ferme. Tout le monde ne mérite pas de revenir dans ta vie. Tout le monde ne mérite pas une deuxième chance, mais tu mérites toujours de vivre en paix. Pardonner est un acte d'amour-propre avant d'être un geste envers les autres. Tu ne le fais pas pour absoudre l'autre, tu le fais pour te libérer toi-même. Car celui qui s'accroche à la rancune reste esclave de la blessure, mais celui qui pratique le pardon intelligent devient maître de lui-même, fort, serein et digne. 6. Rompez avec le perfectionnisme. Le perfectionnisme est comme poursuivre l'horizon. Tu cours, tu t'efforces, tu transpires, mais tu ne l'atteins jamais. Chaque pas que tu fais semble te rapprocher, mais à la fin, la ligne s'éloigne davantage, et tout ce que tu réussis à faire est de t'épuiser. Cette obsession de vouloir que tout soit impeccable devient une prison invisible où rien n'est suffisant. Ni ce que tu fais, ni ce que tu dis, ni ce que tu accomplis. Et plus tu cherches la perfection, plus tu t'éloignes de la paix. Le stoïcisme enseigne que la vie ne consiste pas à tout contrôler, mais à accepter ce qui est sous ton pouvoir et à lâcher ce qui ne l'est pas. Le perfectionniste veut contrôler même l'incontrôlable. Il veut que chaque détail soit aligné avec une image idéale. Et quand il n'y parvient pas, il se punit sans pitié. C'est le piège. Le perfectionnisme n'est pas de la discipline. C'est de la peur déguisée, peur d'échouer, d'être jugé, de ne pas être suffisant. Et tant que tu obéis à cette peur, ta dignité sera enchaînée à l'opinion des autres. Rompre avec le perfectionnisme commence par accepter l'imperfection comme partie de la vie. Je ne parle pas de conformisme, je parle de comprendre que ce qui est précieux n'est pas de tout faire parfaitement, mais de le faire avec cohérence et constance. Une erreur ne définit pas ta valeur. Un échec n'efface pas ton effort. La question que tu dois te poser n'est pas si tu l'as fait parfaitement, mais si tu as donné le meilleur de toi-même à ce moment-là, avec les outils que tu avais. Un conseil pratique est de changer ton focus du résultat au processus. Au lieu de t'obséder à ce que tout soit impeccable, concentre-toi sur le plaisir de progresser, sur la reconnaissance des pas que tu fais. Le perfectionniste voit la tâche sur la feuille et oublie tout ce qui est écrit. Tu dois entraîner ton esprit à regarder l'ensemble, pas seulement l'échec. Cette vision plus large est celle qui te rend la sérénité. Il est également essentiel d'apprendre à t'exposer sans peur. Publie, partage, parle, même si tu sens que ce n'est pas parfait. Cette pratique brise la dépendance du jugement externe, car tu apprends que la vie continue, que les autres analysent rarement avec autant de sévérité que toi-même. Et même si quelqu'un critique, ta force réside dans le fait de ne pas t'arrêter. Enfin, rappelle-toi que la perfection est une illusion créée par la comparaison. Il y aura toujours quelqu'un de plus habile, de plus rapide ou de plus expérimenté, et si tu cherches à rivaliser avec cette image, tu seras condamné à la frustration éternelle. Le stoïcien comprend que sa seule véritable compétition est avec lui-même et qu'avancer un pas de plus aujourd'hui qu'hier est déjà une victoire.
Rompre avec le perfectionnisme, c'est choisir la liberté sur l'obsession, la dignité sur la culpabilité, la vie réelle sur l'illusion de l'idéal. Parce que ta valeur ne réside pas dans l'impeccable, elle réside dans l'authentique et le fascinant. 7. Apprends à dire non. Dire oui à tout est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe combien tu verses, il se vide toujours. Quand tu vis pour plaire, tu t'épuises dans des silences gênants, dans des faveurs que tu ne veux pas faire, dans des promesses que tu n'aurais jamais dû accepter. À la fin, tu ne perds pas seulement du temps et de l'énergie, tu perds du respect, car celui qui ne sait jamais dire non finit par être vu comme quelqu'un de facile à manipuler. C'est la dure réalité. Celui qui ne se positionne jamais devient un pion sur l'échiquier des autres. Le stoïcisme rappelle que chaque décision a un coût, et que ton temps est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Dire oui sans réfléchir, c'est donner ta vie en morceaux, et aucun homme ou femme digne ne peut vivre en cédant constamment. Dire non n'est pas de l'arrogance, c'est de l'autocontrôle. C'est reconnaître que tu ne peux pas tout faire, et que ta paix vaut plus que l'approbation de quelqu'un. Marc Aurèle le disait clairement, « Élimine ce qui n'est pas essentiel. » Et peu de choses épuisent autant que de porter des engagements que tu n'aurais jamais dû accepter. Le premier conseil pratique est de comprendre que ton non a plus de poids que 1000 oui faux. Quand tu dis oui sans le vouloir, ta parole perd de la valeur, et peu à peu, tu deviens quelqu'un qui n'inspire plus confiance. En revanche, un non ferme, dit avec respect mais avec conviction, renforce ta voix. Commence par pratiquer sur des petites choses, refuse un engagement qui ne t'apporte rien, évite de donner des excuses inutiles et observe comment ton énergie commence à se libérer. Une autre étape clé est d'éliminer la culpabilité qui vient après le non. On t'a appris que refuser c'est blesser, mais en réalité c'est un acte d'honnêteté. Dire non est plus juste qu'accepter à contre-cœur et ensuite échouer. Celui qui se respecte lui-même n'a pas peur de déranger avec la vérité, parce qu'il sait que sa dignité ne peut pas être basée sur le fait de toujours plaire. Un conseil supplémentaire est d'apprendre à utiliser des phrases courtes et fermes. Tu n'as pas besoin de justifier chaque refus par un long discours, car justifier trop transmet de l'insécurité. Je ne peux pas, je ne veux pas, ce n'est pas pour moi. Ces mots simples sont des murs lorsqu'ils sont dits clairement. Le silence après ce non fait aussi partie de la force. Ne te précipite pas à l'adoucir pour que l'autre ne se sente pas mal, car en le faisant, tu redeviens prisonnier. Enfin, rappelle-toi que chaque non que tu donnes est un oui à toi-même. Quand tu décides de ne pas assister à un endroit qui te vide, tu dis oui à ton repos. Quand tu refuses une faveur que tu ne veux pas, tu dis oui à ton énergie. Quand tu fermes la porte à quelqu'un qui abuse de ton temps, tu dis oui à ta dignité. C'est la leçon que tu ne peux pas oublier. Ta vie ne peut pas être définie par les oui que tu donnes aux autres, mais par les non fermes qui te rendent la liberté d'être cohérent avec ce que tu es. 8. Arrête de te justifier. Vivre en te justifiant, c'est comme marcher avec une pancarte autour du cou qui dit « Désolé d'exister ». Chaque mot, chaque action, chaque décision est accompagnée d'une explication inutile, comme si ton droit d'être toi-même devait être approuvé par quelqu'un d'autre. C'est un épuisement constant, une fuite invisible d'énergie qui te force à prouver tout le temps que ce que tu fais a du sens. Et le pire, c'est que plus tu expliques, moins ta voix est respectée parce que l'excès de justification est interprété comme de l'insécurité. Le stoïcisme enseigne que l'homme sage agit à partir de la cohérence interne, pas du besoin de convaincre le monde. Tes actes doivent parler pour toi. Ta vie doit refléter tes principes, et cela suffit. Quand tu justifies chaque pas, tu donnes ton pouvoir sur un plateau, car tu mets les autres dans le rôle de juge de ton existence. As-tu vraiment besoin de permission pour vivre comme tu le crois juste? C'est la question gênante à laquelle tu dois répondre. La première étape pour rompre avec cette habitude est d'apprendre à reconnaître quand tu le fais. Écoute tes propres phrases. Je l'ai fait parce que, c'est que j'ai dû, je ne voulais pas, mais... Chaque justification inutile est une brique dans le mur qui t'enferme.
Commence à éliminer ces béquilles et remplace-les par des déclarations fermes. J'ai décidé, je préfère, je choisis. Cette différence est petite en apparence, mais énorme en dignité. Il est également important de pratiquer la cohérence entre parole et action. Quand ta vie soutient ce que tu dis, tu n'as pas besoin de te justifier, parce que les faits parlent. Si tu dis que tu valorises ton temps et que tu le défends ensuite avec des limites claires, personne n'a besoin d'une explication, le respect surgit de lui-même. La justification excessive apparaît lorsque tes actes ne soutiennent pas ton discours, et c'est là que la force se perd. Un exercice pratique est de fixer une limite claire avec toi-même. Décide de ne pas donner d'explication au-delà de ce qui est nécessaire. Si tu refuses une invitation, tu n'as pas à raconter tout ton emploi du temps. Un simple « je ne peux pas » ou « je ne veux pas » suffit. Si tu choisis une voie différente, tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde de pourquoi tu le fais. Au début, tu te sentiras mal à l'aise parce que l'habitude de te justifier est forte, mais avec la pratique, tu découvriras que personne n'a besoin de tant de détails que tu le pensais. Arrêter de te justifier ne signifie pas être arrogant, cela signifie être libre. Cela signifie marcher la tête haute, avec la certitude que ta vie n'a pas besoin de permission ni d'excuses pour avoir du sens. Quand tu y parviendras, tu découvriras quelque chose de puissant. Les gens commencent à respecter davantage celui qui ne demande pas la permission d'exister. Et ce respect commence par toi, avec la décision ferme de ne pas expliquer ce qui ne nécessite pas d'explication. 9. Accepte et ressens ta douleur. Ignorer la douleur, c'est comme couvrir une blessure profonde avec un pansement. En apparence, tout va bien, mais à l'intérieur, l'infection grandit, et tôt ou tard, elle te fait tomber. Beaucoup s'efforcent de montrer leur force en cachant leur souffrance, comme si ressentir était un signe de faiblesse, alors qu'en réalité, la véritable faiblesse est de prétendre que ça ne fait pas mal. La douleur ne disparaît pas parce que tu la caches. Elle se transforme en chaînes invisibles qui contrôlent ta vie depuis l'ombre. Le stoïcisme n'a jamais enseigné à nier la douleur. Au contraire, il a parlé de l'affronter avec dignité. Sénèque disait qu'aucune émotion n'est dangereuse si elle est confrontée avec raison. La douleur est inévitable. Ce qui la rend insupportable est la résistance à l'accepter. Quand tu la rejettes, tu la nourris. Quand tu la regardes en face, tu la traverses. C'est le chemin vers la liberté intérieure. Arrêter de fuir et commencer à ressentir. Accepter ta douleur ne signifie pas te résigner. Cela signifie la reconnaître comme faisant partie de l'expérience humaine. Chaque blessure apporte une leçon, mais seulement si tu oses l'écouter. Demande-toi, que me montre cette souffrance? Quelle partie de moi a besoin de grandir? Quelle vérité inconfortable suis-je en train d'éviter? Poser ces questions transforme la douleur en maître plutôt qu'en ennemi. Un conseil pratique est de te donner de l'espace pour ressentir sans masque. Accorde-toi des moments de silence où tu n'as pas à être fort pour quelqu'un d'autre, où tu peux pleurer, écrire, réfléchir ou simplement respirer avec ta douleur sans essayer de la maquiller. Il ne s'agit pas de rester coincé dans la tristesse, il s'agit de lui ouvrir une place pour qu'elle n'ait pas à crier depuis les ombres. La douleur ignorée se transforme en anxiété, en colère ou en vide, tandis que la douleur acceptée se transforme en clarté. Il est également essentiel de ne pas transformer la douleur en identité. Certains l'utilisent comme excuse pour se justifier ou se victimiser. Ressentir ne signifie pas s'enchaîner, cela signifie traiter pour lâcher prise. Chaque fois que tu répètes « j'ai souffert » comme un étendard, tu maintiens la blessure ouverte. L'attitude correcte est de dire « oui, ça a fait mal, mais je me suis relevé avec plus de clarté ». Ce changement de langage est un rappel que la douleur était une étape, pas ta destination. Accepter et ressentir ta douleur est une façon de retrouver ta dignité, parce que tu ne fuis pas toi-même et tu ne te caches pas derrière de faux sourires. Au contraire, tu marches de face avec des cicatrices qui racontent ton histoire, et une force que personne, n'ayant pas traversé sa propre souffrance, ne pourra comprendre. Et à ce moment-là,
Tu n'es plus l'esclave de la blessure. Tu es le maître de ta vie. Parce que tu as appris que ressentir ne te rend pas faible, ça te rend humain, et l'accepter te rend fort. 10. Vis avec dignité. Marcher sans dignité, c'est comme traîner une ombre étrangère. Tu avances, mais ce n'est pas toi qui décides de la direction. C'est le poids de la culpabilité, de la peur et de l'approbation qui guide tes pas. Tu vis courbé, le dos voûté face aux exigences des autres, et le pire, c'est que tu finis par oublier ce que c'est que de se tenir droit. La dignité n'est pas une question de fierté vide ou de prétendue force. C'est la base silencieuse qui soutient toute ta vie. Le fondement qui te rappelle que tu mérites le respect, d'abord de toi-même, puis des autres. Le stoïcisme l'a bien dit. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, disent ou font. Mais tu peux choisir comment tu te comportes face à cela. Et vivre avec dignité signifie précisément cela, agir selon tes principes, même si le monde veut te traîner. Ce n'est pas plaire, ce n'est pas te rabaisser, ce n'est pas te justifier, c'est rester ferme, même lorsque la pression t'invite à te courber. Celui qui vit sans dignité ne vit pas, il survit seulement sous le regard des autres. Le premier conseil pour retrouver ta dignité est de prendre des décisions qui reflètent ta valeur interne. N'accepte pas des emplois, des relations ou des engagements qui te forcent à trahir ce que tu es. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui va contre toi, tu cèdes un morceau de ta liberté. Demande-toi, est-ce que ce que je fais me rend honneur ou me dégrade? Si la réponse est la seconde, alors ta dignité exige un changement immédiat. Un autre point fondamental est de maintenir la cohérence entre ce que tu penses, dis et fais. Tu ne peux pas parler de respect si tu tolères des manquements constants. Tu ne peux pas exiger d'honnêteté si tu justifies tes propres mensonges. Tu ne peux pas chercher de la valeur si tu continues à cacher tes peurs. La dignité ne se construit pas avec des discours. Elle se construit avec des actes répétés chaque jour, dans les petites et grandes choses, en public et en privé. Il est également essentiel d'apprendre à lâcher ce qui ne te mérite pas. Souvent, tu perds ta dignité en te cramponnant à des liens qui t'épuisent ou à des lieux qui n'ont plus rien à t'offrir. La peur de la solitude ou de ce que diront les autres te retient, mais la véritable force réside dans le fait de marcher léger, même si le chemin reste vide pendant un certain temps. Le respect de soi vaut plus que n'importe quelle compagnie imposée. Enfin, vis avec dignité en te rappelant que ce n'est pas une question de prétendre à la perfection, mais de soutenir ton essence avec fermeté. Il y aura des moments de douleur, de trébuchement et d'erreur, mais aucun d'entre eux ne peut t'arracher ta valeur si tu choisis de rester fidèle à ce que tu es. La dignité ne se négocie pas, elle ne se demande pas en prêt, elle ne dépend pas du regard extérieur. Elle se cultive à l'intérieur, dans la façon dont tu te parles, dans la manière dont tu décides, dans la force avec laquelle tu marches. Parce que quand tu vis avec dignité, peu importe combien la tempête est dure, tu pourras toujours lever la tête et regarder en face, sachant que ta vie reste la tienne.